Dans cette banlieue syrienne, la mort l'a emporté sur la vie. On se croirait dans un film de guerre ou un jeu vidéo. Mais ceci n'est pas une fiction. C'est la terrifiante image d'un conflit qui a déjà tué 100 000 Syriens et qui dure depuis plus de 2 ans. À elle seule, la ronde sinistre de ce char T-70 résume la guerre civile qui meurtrit la Syrie du nord au sud, de Damas à Alep. Alep, une des perles du Moyen-Orient. Ville millénaire, riche et commerçante, réputée pour son architecture, ses souks et ses savons. Le reste de la Syrie était en guerre, mais Alep, la bourgeoise, ne bougeait pas. Jusqu'à l'été 2012, où la rue rejoint la révolte pour réclamer à son tour le départ de Bachar el-Assad. Le dictateur syrien les a alors prévenus. Les terroristes sont des criminels téléguidés par l'étranger. Ils se moquent de tout, des veuves, des orphelins. Rien ne les arrête. Si nous ne le faisons pas, ils ne s'arrêteront pas. Mais l'avertissement n'est pas entendu. Cet été-là, la ville s'embrase. D'un côté, des milliers de rebelles qui n'ont que leur courage et leur foi, épaulés par quelques djihadistes étrangers. En face, une armée professionnelle et suréquipée par les Russes. À l'automne, le bilan de la bataille d'Alep est terrible. 1300 soldats du régime, 2000 rebelles et un nombre incalculable de civils ont été tués. Il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. Avec les rebelles, nous avons plongé dans l'enfer d'Alep. Janvier 2013, nous partons pour la Syrie via la Turquie. Destination Alep, la capitale économique du pays, au nord. Après 2 ans de conflit, la frontière n'a plus de réalité. Le côté turc est facilement reconnaissable, avec les tentes de milliers de réfugiés. 2 à 3 millions de Syriens ont fui leur pays pour échapper à la guerre civile. Soudain, la route devient boueuse et mal entretenue. Nous sommes en Syrie. À peine entrés, déjà les premières traces du conflit. Après 3 heures de voiture, Alep, enfin. Nous sommes accueillis par une ville prostrée, anéantie, aux prises avec le froid. À peine arrivé, un grondement surgit dans le ciel. Un chasseur de l'armée syrienne vient de larguer une bombe tout près du quartier où nous nous trouvons. Il est un peu plus de midi. Il y a quelques minutes encore, cet immeuble était debout. Des familles y déjeunaient tranquillement. Une 60aine de femmes et d'enfants sont pris au piège sous les décombres. Une pelleteuse est déjà en action. Un miracle inexplicable dans cette ville privée de tout. L'engin est arrivé quelques minutes seulement après la déflagration.
Les habitants ont beau savoir que les avions du dictateur frappent à l'aveugle, ils ne s'y font pas. D'ailleurs, qui pourrait s'habituer à ce carnage? La ligne de front n'est plus que ruine et désolation. Elle s'est vidée de ses habitants. Les services publics ont disparu. Pour les rares survivants, l'eau et l'électricité ne sont distribuées que 2 heures par jour, au mieux. Les quelques boulangeries, elles, sont prises d'assaut. Ces boulangeries de fortune sont financées par des associations islamistes. À l'intérieur, la règle est stricte. Une file pour les hommes, une autre pour les femmes. C'est la crise du pain ici. On n'a pas assez de farine et donc il n'y a pas assez de pain. Vous avez vu à quelle vitesse ça part? Le système est pourtant simple. Chaque famille a des tickets de rationnement. Et c'est un sachet de galettes pour 5 personnes. L'hiver semble aussi avoir figé les positions entre les deux camps. Les forces de Bachar el-Assad occupent l'ouest. Les rebelles de l'armée syrienne libre ont conquis les quartiers de l'est. Au milieu, la ligne de front passe par la vieille ville. Dans cette partie du centre-ville, tous les carrefours sont tenus par des katibas. Des petits groupes de miliciens déterminés, mais sans expérience de la guérilla. La plupart n'ont qu'une Kalachnikov prise à l'ennemi ou achetée au marché noir, 2000 $. Leur seule stratégie, garder le contrôle d'un immeuble ou d'une rue, et surtout, ne pas reculer. L'armée des rebelles, la voilà. Des mécaniciens, des chauffeurs de taxi, des fermiers, des artisans, qui ont surmonté un jour leur peur du régime pour dire qu'ils veulent vivre sans Bachar el-Assad. Ce qui manque le plus à la révolution, ce sont des armes lourdes et de l'artillerie. Alors les rebelles improvisent. Cette ancienne entreprise de mécanique a été transformée en fabrique d'armes. Désormais ici, on profile des ogives et on ajuste les pièces détachées de futures mitrailleuses. Le chef de l'atelier, c'est Fadi, un ancien chauffeur routier, métamorphosé en artificier. Tu vois, on mélange de la poudre avec du nitrate d'ammonium et après, on bourre la roquette. Avant, on ne fabriquait que des roquettes de 82 mm. Mais maintenant, Inch'Allah, on va passer aux 120, 125 mm. Et tout ça, je te le garantis, c'est fait maison. Pour nous prouver l'étendue de son nouveau savoir, Fadi tient à nous montrer sa dernière création. Un lance-roquette de 120 mm, flambant neuf, comme s'il sortait d'une usine d'armement russe. Mais c'est sans compter les petites erreurs de calcul. Bachar, il a au moins un avantage. Il nous a obligés à fabriquer des armes. Parce qu'avant, moi, je connaissais rien aux roquettes et aux lance-roquettes. On savait que ça existait, mais c'est tout. Aujourd'hui, on est incollable sur les 120 mm, les grenades, les avions de combat. Et ces avions-là, on savait même pas que Bachar en avait. Au fond, qu'est-ce qu'il veut, ce type? Moi, je crois qu'il est assoiffé de sang. C'est un vrai Dracula. Mais l'atelier de Fadi fabrique aussi des armes plus sophistiquées. Cette défense anti-aérienne, par exemple. La mitrailleuse est d'origine, mais tout le reste est artisanal. Pour contrôler la rotation, ils ont même installé des manettes de frein récupérées sur une moto. Sur le terrain, l'arsenal des rebelles est tout aussi rudimentaire. De petits missiles soudés à la va-vite qui ratent souvent leur cible. Celui-ci devait aller frapper un terrain du régime à 2 km de là.
Le lendemain, nous suivons une brigade qui veut essayer la DCA construite par Fadi. Sur le chemin, un combattant nous interpelle et nous invite à le suivre. Son sourire ne doit pas faire illusion. Ce combattant cache en fait une profonde gêne. Au loin, nous ne voyons qu'un attroupement au bord du canal. En nous approchant, nous découvrons des cadavres, par dizaines. Nous sommes le 30 janvier 2013, le jour où un gigantesque massacre a été découvert. Des hommes uniquement, entre 14 et 40 ans, ligotés dans le dos et tués d'une balle dans la nuque, sans plus de précision. On a déjà repêché des corps une vingtaine de fois dans ce canal, mais des massacres de cette ampleur, je n'en ai jamais vu. C'est toujours pareil, ils tuent et jettent les corps dans la rivière. Que Dieu nous accorde son pardon, c'est vraiment un régime criminel. Par commodité, les victimes sont rassemblées dans la cour d'une école primaire. L'identification des corps se fait dans une atmosphère insupportable. L'odeur est suffocante. Et tous les quarts d'heure, de nouvelles victimes sont ramenées du canal. Cette femme vient de reconnaître la dépouille de son fils. Elle était sans nouvelles de lui depuis 1 mois. Au moment où nous filmons, 104 corps ont été dénombrés. La tradition musulmane exige que les morts soient enterrés au plus vite. Ceux qui n'ont pas été identifiés sont inhumés le jour même dans cette fosse commune creusée dans le jardin de l'école. Pour ces familles endeuillées, pas de doute. Ce massacre est signé Bachar al-Assad, sans qu'aucune preuve ne soit apportée. Alep est une ville folle, qui oscille sans cesse entre l'horreur et la rumeur. Dans Alep en guerre, les cortèges de mariés ne passent pas inaperçus. Cette Katiba marie un de ses combattants. La coutume veut que la mariée quitte le domicile de ses parents pour partir chez son nouveau mari. Là, elle restera enfermée avec les femmes de la famille jusqu'au soir. Tout le quartier est venu accompagner le marié, Abdelkader. Mais avant tout, le jeune rebelle doit montrer respect et allégeance à sa mère. La cérémonie sera brève et sobre. La brigade n'est en fait composée que de frères et de cousins, tous liés au patriarche, Abou Oudaï, un ancien fermier reconverti en chef de guerre. C'est un grand jour pour nous. Je vous présente mon fils. Il a 23 ans et nous le marions aujourd'hui. Il revient du front où il a été grièvement blessé. Ses jambes sont encore un peu faibles, mais grâce à Dieu, il tient debout. Et puis, on lui a trouvé une femme. Et ça, c'est le principal. L'histoire d'Abdelkader est édifiante. Il conduisait un tank du régime, puis il a déserté pour rejoindre les rebelles. Il y a 6 mois, il a été repris par les soldats de Bachar. Et là, ils l'ont torturé, jour et nuit. Ils m'ont mis au 7e étage d'un hôpital. Une prison, en fait. On m'appelait le prisonnier numéro 7. Je n'étais qu'un numéro pour que personne ne puisse me reconnaître.
Ils m'ont enfermé et m'ont bandé les yeux durant 6 mois. Et pendant tout ce temps, je n'ai pas vu la lumière. Ils éteignaient leurs cigarettes sur mes jambes. Regarde. Avant, on voyait les os ici. Et là. Et puis, ils m'ont traîné sur le dos dans les escaliers. Tu veux voir? Tourne-toi, tourne-toi, enlève ta main. Et ça c'est dû à la torture. Et puis, il a reçu une balle qui est sortie par là. Combien de déserteurs ont connu le sort d'Abdelkader? Difficile à dire. Mais il est le dernier visage que nous rencontrons à Alep, avec la promesse de nous revoir lors de notre prochain voyage. En avril, nous sommes de retour à Alep avec une certaine appréhension. Qu'est devenue la ville après 2 mois de combat et les personnes que nous avions rencontrées? Apparemment, la ligne de front n'a pas bougé, si ce n'est de quelques mètres, dans une rue ou un quartier. Nous sommes revenus près du canal où avaient été repêchés les corps du 30 janvier. Il n'y a jamais eu d'enquête digne de ce nom. Rebelles et gouvernement s'accusent toujours mutuellement du massacre. Une autre rumeur se fait entendre. La tuerie serait l'œuvre de djihadistes d'Al-Qaïda. On dirait qu'Alep est passé à autre chose. Dans les quartiers rebelles, il n'y a que des embryons de justice et de police. Chacun tente de trouver sa place dans la révolution. Comme ce jeune activiste, Zakaria, 26 ans. Ses parents et sa femme l'ont renié parce qu'il soutient la rébellion. Ce matin, il arpente le marché à la recherche de produits frais. Salut, donne-moi un sac. Surprise, les tomates sont de retour sur les étals. Normalement, les légumes viennent des campagnes que nous avons libérées. Malgré ça, les prix ont triplé, même quintuplé. Le kilo de tomates était à 20 livres syriennes et il est passé à 100. C'est comme si vous les payiez 20 € le kilo. En fait, on trouve de tout à Alep, à condition d'y mettre le prix. Zakaria a choisi d'aider la révolution sans prendre les armes. Il est devenu ce qu'on appelle une petite main. Toute la journée, il rend de précieux services à sa brigade. Ce qu'il a acheté ce matin, c'est en fait le petit déjeuner des combattants, restés toute la nuit sur la ligne de front. Dans ce métier d'auxiliaire, il faut être mobilisé 24 heures sur 24 et prêt à tout, même à faire la cuisine. Dans l'après-midi, nouvelle mission. Zacharias doit remettre un message confidentiel à l'autre bout de la zone libre. Ici, le téléphone ne marche pas ou il est trop surveillé. Sur le chemin, il traverse Bab al-Nasser, son ancien quartier, là où son père tenait une papeterie. Il ne peut s'empêcher de s'arrêter. Il y a encore 1 an, cette rue était toute sa vie. C'est un cauchemar. Bab el-Nassar, c'est le quartier où j'ai grandi. J'y ai bossé pendant 10 ans. C'était la rue la plus commerçante, la plus vivante d'Alep. Il fallait une demi-heure en voiture pour la remonter. Mais tant qu'on ne se débarrassera pas de Bachar el-Assad, on ne sera pas tranquille. Cette boutique appartient à un partisan du régime. C'était mon voisin. La dernière fois que je lui ai parlé, il m'a dit qu'il avait rallié le régime. Il m'a avoué qu'il avait tué et qu'il était content de travailler pour eux.
La guerre civile efface tout, les frontières comme les affections. Les amis d'autrefois sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Ces femmes qui rentrent du marché sont obligées de presser le pas. Comme des milliers d'habitants d'Alep qui courent pour aller travailler ou rentrer chez eux. Prudents, la majorité des piétons se dépêchent. D'autres sont plus fatalistes. La raison ? Ils sont dans la ligne de mire des snipers du régime, des tireurs particulièrement efficaces, retranchés dans la grande tour de la mairie. Et quand on sait que leur fusil peut atteindre une cible à plus de 2000 mètres, il vaut mieux prendre la menace au sérieux. Un autre journaliste français, présent pendant la bataille d'Alep, en a été le témoin. Chaque semaine, une dizaine de passants meurent sous leurs balles et beaucoup d'autres tombent en essayant de les secourir. Pour lutter contre les tirs de sniper, les brigades font appel au système D. Par exemple, ils tentent des murs de tapis au carrefour pour gêner les tireurs embusqués. Mais le plus difficile, c'est de les installer sans s'exposer. Bande de chiens! Après quelques essais, mission accomplie. La voie est enfin libre et protégée pour le passage des rebelles. Dans un quartier de la vieille ville, nous avons rendez-vous avec le chef d'une katiba islamiste. Ici, les combattants ont inventé un autre stratagème, tout bête, un miroir. Avec un avantage de taille, pouvoir localiser tireurs et ennemis en toute discrétion. Ce que tu vois au fond, c'est un quartier d'affaires. Il y a des bureaux, une banque et l'hôtel Al-Amir. Attention, ne t'approche pas trop. Il y a un sniper, là-bas. Vérification faite, le sniper ne tire plus. Nous pouvons y aller. Nous découvrons alors une autre astuce des rebelles. Pour ne pas marcher à découvert dans les rues et passer d'un quartier à l'autre, ils ont creusé des trous entre les maisons. Mustapha nous guide à travers ce dédale. Sans le savoir, nous nous retrouvons dans la zone du régime. Dans ce couloir, le silence est impératif, sous peine d'être repéré et de finir comme cet homme. C'est le corps d'un homme d'une cinquantaine d'années. Et on va essayer de le ramener. C'est notre objectif. C'est difficile de le récupérer parce qu'il y a plusieurs snipers qui attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne. Tout ce qu'on fait, c'est pour le bien de son âme. Le quartier général de la Katiba n'est plus très loin. Le chef, le voici enfin, Abou Jafar. Il n'y a pas si longtemps, cet homme au tampon vendait des ordinateurs et des logiciels. Aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe d'une vingtaine d'hommes très réputés à Alep. Ils appartiennent à la Liwa al-Tawhid, une brigade célèbre dans toute la Syrie. Ils ont choisi de s'installer dans ce vieux palais d'Alep, un luxe inouï pour des rebelles. En fait, cette brigade est affiliée aux Frères musulmans, une confrérie d'islamistes financée par le Qatar.
Mais apparemment, la Katiba d'Abou Jafar a été oubliée dans la distribution des enveloppes. Ils sont obligés de recourir à des armes plutôt moyenâgeuses. Écartez-vous les gars, c'est dangereux. Le mur est très haut. La grenade peut très bien nous retomber dessus. بشار حافظ أسد خنزير ابن خنزير جايينا. Depuis plusieurs jours, Abou Jafar et sa brigade se heurtent à un obstacle. Ce quartier de la vieille ville est menacé par les soldats du régime. Une seule solution s'impose, détruire leur repère, qui est juste derrière ce mur de gravats. On est à 70-80 mètres de l'ancienne mairie. On a bien avancé et on contrôle la place principale du quartier. Notre objectif, c'est maintenant de frapper le dépôt de l'armée près de l'ancienne mairie. Pour atteindre ce but, ils n'ont que cette roquette artisanale, une arme dérisoire pour abattre tout un immeuble. Et c'est dans le plus grand silence qu'ils installent le câble d'allumage. Pour suivre l'opération, nous installons la caméra au plus près de la roquette, coincée entre les rochers. Incroyable. Dans le viseur, nous apercevons un soldat du régime qui sort de sa cachette. Un cri retentit, c'est le signal attendu. Apparemment, les dégâts ne sont pas importants. Mais pour les rebelles, c'est une petite victoire. La réplique ne se fait pas attendre. Abou Jafar est resté en arrière. Les balles sifflent autour de notre caméra. Tu es blessé à la main? C'est rien, c'est rien. Attention, c'est le sniper fou de l'hôtel de ville. Il tire sur tout ce qui bouge. À l'échelle de la bataille d'Alep, cette opération est modeste. Cela n'empêche pas Abou Jafar de nous montrer le prochain objectif de sa Katiba. Tu vois là-bas, c'est le QG du commandement de l'armée. C'est ça notre véritable but. Soudain, un tir. C'est pas grave. Baissez-vous de toute façon. Je vais lui répondre, moi, tu vas voir. La guerre à Alep est en fait une succession de petites actions, souvent plus symboliques qu'efficaces. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a encore des commerces dans ce quartier. En contrebas de cet immeuble, les shops d'un cordonnier. Un métier essentiel à Alep. Pas de révolution sans bonnes chaussures. Bien sûr, il n'y a pas d'électricité. Pour recoudre point par point, la machine est alimentée à la main. Derrière ce rideau, une autre surprise. Le cordonnier cache toute sa famille, qui s'enfuit devant la caméra. Reste sa belle-mère, Mara. Elle avait 2 fils,
mais ils ont disparu au début de la bataille d'Alep. Depuis, Mara se contente de cette cave sombre, sans aération. Le petit dernier a de l'asthme à cause du manque d'air. Et ici, c'est notre seule source de lumière et d'air. Là, c'est la salle de bain. Mais il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Pour s'éclairer, son gendre a trafiqué un petit système branché sur une batterie de voiture. Qu'est-ce que vous cuisinez? J'ai fait des feuilles de vigne avec du riz. Le plus dur, c'est pendant les bombardements. On reçoit des débris sur la tête. Mara pourrait occuper un des nombreux appartements libres d'Alep, mais elle préfère rester dans ce réduit, près de sa famille. D'autres n'ont pas cette chance et ont du mal à manger tous les jours. Après le déclenchement du conflit, Abou Saadi n'a pas hésité une seule seconde. Cet ancien patron de PME a tout abandonné pour aider les pauvres et les orphelins de la guerre. Non, mais je t'avais dit de bien séparer les dossiers des martyrs et ceux des orphelins. Je prends juste les fiches des martyrs. Là, on fait le tri des dossiers. Pour chaque famille de martyrs, il y a des aides bien spécifiques. Dans certains quartiers, par exemple, on distribue de la viande. À Alep, la viande est un luxe, surtout la viande d'agneau. La chance est que cette boucherie ait encore de l'électricité. Nous avons égorgé quelques moutons. Et ça, c'est la viande qu'on va distribuer aux familles des martyrs. Elle est déjà prédécoupée et il ne reste plus qu'à la mettre en sachet. Parce qu'elle est rare et chère, le boucher va la mélanger avec de solides morceaux de gras. Il ne reste plus qu'à la préparer et à la mettre en sachet. Une portion de 500 grammes par famille sélectionnée et par semaine. Bon, salut, je pars pour Salahidine distribuer tout ça. Et je reviens dans 1 heure prendre les autres portions. Avant, on pouvait nourrir toutes les familles de militants tués au combat. Mais aujourd'hui, il y a tellement de monde. À l'origine, c'est Abou Saadi qui a mis en place ce système. Avant, j'étais un homme d'affaires prospère. Mais j'ai tout perdu. Mon argent, ma maison, mon usine. Ce sont les agents du régime qui m'ont pillé. Mais Dieu me le rendra. Je suis même content et soulagé qu'il m'ait tout pris. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de l'argent s'il est mal utilisé. C'est ce que je crois. Aujourd'hui, Abou Saadi va distribuer la viande dans le quartier de Salahedine, tout près de la ligne de front. Pour ne pas se perdre, il est accompagné de bénévoles qui connaissent tous les habitants. La distribution n'a rien d'automatique. Abou Saadi vérifie lui-même que les familles sont dans le besoin. Manifestement, c'est le cas dans cet appartement. Les aînés de la famille se battent tous aux côtés de l'armée libre. Restent 8 personnes, 3 adultes et 5 enfants. Depuis quand êtes-vous ici? Vous êtes réfugié? Oui, on a perdu notre maison. C'est l'armée libre qui nous a relogés ici. Ces 2 petits sont totalement orphelins. Abou Saadi est ému par la situation de cette famille nombreuse et démunie. Il va lui offrir 2 portions de viande. Autre appartement, autre cas de conscience. Ici vivent une femme, sa fille et son enfant. Comme vous le voyez, ici c'est garni. Il y a des œufs, du beurre, des haricots, du riz et même des bouillons cubes. Sans état d'âme, Abou Saadi ne donnera pas de viande à cette famille qui ne manque de rien. D'ailleurs, elle était en train de déjeuner
Mais par pudeur, la jeune mère va attendre que nous sortions pour attaquer son repas. La visite continue. Bon, ici, il faut faire attention. On est dans la ligne de mire d'un sniper, et donc il ne faut pas s'éterniser. Alors on va courir. Bon les gars, on y va. Abou Saadi et son équipe ont encore une dizaine de familles à ravitailler. Mais c'est sans compter les menaces du ciel. À 2 rues de là, un nouveau bombardement vient de frapper ce quartier résidentiel. Les mêmes scènes d'horreur, le même désarroi, la même douleur. Cette fois, ce n'est pas seulement un immeuble qui s'est effondré, c'est toute une rue qui a été soufflée. Au moment où nous arrivons, la macabre pelleteuse est déjà à l'œuvre. Les blessés les plus graves, déjà évacués. Il est impossible d'établir le moindre bilan. La foule en colère vient de trouver une deuxième bombe qui, elle, n'a pas explosé. Ça, c'est 500 kilos qui massacrent les civils désarmés. Personne n'utilise des armes pareilles. Personne. Même Israël n'en a pas lancé des comme ça au Liban. Cette bombe a une particularité. Elle est équipée d'un parachute. Une technique qui lui assure une trajectoire très précise. Et ça, qu'est-ce que vous en dites, les peuples arabes? Qu'est-ce que vous faites pour nous? Nous ne sommes ni des terroristes, ni des infidèles. Alors quoi? Regardez comment on nous tue. Honte à vous, les Arabes. Soudain, près de nous, un groupe a repéré un corps sous cette plaque de béton. Les gars de la pelleteuse, dépêchez-vous. On a sans doute trouvé quelqu'un. Abou Aref est un secouriste volontaire. Il a l'habitude de ces longues attentes, d'où sortent parfois de puissants symboles. Ce Coran, Bachar veut le détruire. Il veut anéantir le Coran et l'islam. Mais ce livre, c'est notre arme. Il combat avec ses avions, et nous on combat avec le Coran. Finalement, un cadavre d'homme est retiré des décombres. Emporté par l'habitude, Abou Aref met en marche la sirène pour amener la victime, qui est pourtant morte depuis longtemps. À partir d'ici, ne filme pas, s'il te plaît. Ne filme pas l'hôpital. Si tu filmes, le régime verra l'image et viendra le bombarder. On doit conserver secret leur emplacement. Bombarder un hôpital est considéré comme un crime de guerre par le droit international. Les fumées du bombardement sont encore visibles de ces toits. C'est pourtant là que viennent jouer les enfants de cette école, une des rares encore en activité dans la zone rebelle. Les bombes n'ont pas l'air d'effrayer ces enfants. Pas même cette petite fille complètement traumatisée, collée à son professeur. Elle a pourtant subi la destruction totale de son immeuble.
Shihab est le dernier instituteur à avoir le courage d'enseigner. Sur les bancs, ils sont de moins en moins nombreux à venir s'asseoir. Toutes les leçons se font en chansons. L'arabe, le calcul ou le dessin. Tu comprends ce qui se passe à Alep? Oui. Il y a beaucoup de destruction et de catastrophes. Et tu ressens quoi quand il y a un bombardement? De la peur et aussi de l'horreur. Shihab, l'instituteur, fait tout pour leur faire oublier la guerre. Je ne peux parler que de mon école. Les enfants sont très conscients de ce qui se passe ici. Moi, je ne leur ai rien raconté des bombardements, de la révolution ou de Bachar. Je suis juste là pour que les enfants restent des enfants et qu'ils gardent le sourire. Pour moi, le meilleur moyen, c'est de leur apprendre en chantant et en dessinant pour qu'ils ne perdent pas ce qu'ils savent déjà. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Zakaria. Il a rendez-vous avec des combattants de Salah ed-Din. Malgré les risques, il a préféré prendre sa voiture. Pour l'accompagner, il a choisi un ami. Après l'immeuble, il y a un sniper là. Regarde sur le mur là. Celui-ci connaît parfaitement le quartier et surtout les carrefours à sniper. Sur ce rideau de fer, quelqu'un a même indiqué la position du tireur embusqué. Maintenant, on est obligé de marcher pour aller au rendez-vous. En voiture, c'est impossible d'y parvenir à cause des snipers. À chaque intersection, il faut courir, se baisser, faire le moins de bruit possible. Un faux pas et nous pouvons nous retrouver face à face avec l'armée du régime. Zakaria n'est pas journaliste, mais il emmagasine un maximum d'images et de témoignages sur la guerre d'Alep. Peut-être qu'un jour, ils serviront de preuve si une cour pénale juge les massacres perpétrés. عند الجيش النظام جيش بشار الأسد على بعد أمتار الطاغية من الطاغية من كل الطرق جيش الطاغية معلم إلا الجيش إنه بالمفرق الثاني هون Tu sais, l'immeuble d'en face était bourré de soldats du régime. Et hier, avec une brigade islamiste, on a tout fait exploser. Il y a eu des morts et des blessés. Mais les gars de Bachar ont abandonné leurs armes et sont partis en courant. L'endroit est trop dangereux. Nous ne pouvons pas rester. Pour rejoindre les amis de Zakaria, nous devons faire demi-tour et emprunter un autre chemin. Dans cette zone, les immeubles ont changé de main plusieurs fois. Il y a quelques jours encore, les soldats du régime occupaient cet appartement. À cet instant, une rue seulement nous sépare de la zone gouvernementale. Et pour la première fois de notre séjour, nous pouvons apercevoir la vie de l'autre côté. Cette incroyable proximité permet à Ahmed et à ses amis de très bien connaître leurs ennemis d'en face. Premier coup d'œil, pas de danger en vue. Puis soudain, nous devinons un soldat du régime. Il est caché dans cet appartement, à moins de 100 mètres.
Et là, commence un drôle de dialogue. يا ولد عمي اقطع الشارع ما حدا بحكي معك بس مو هلا بالليل انا بجي باخذك والله شق عليك الامان بالليل انا بجي باخذك بالليل بدي بنوصلك عند اهلك. La seule réponse du soldat est une insulte, à peine perceptible. C'est évident, le tireur d'en face ne veut pas déserter. Ahmed commence à perdre patience. بشار الاسد بايدو كتير حامير وليد معلم كل يوم غدا شوالي شعير مالك خجل من حالك يا حاطير ضم اغراضك ع ايران ويلا شد وطير وحر حر حريه نحنا بدنا حريه. Ce soldat n'a pas déserté. Mais l'armée syrienne compte beaucoup de défections dans ses rangs. Les télévisions pro-Bachar n'en parlent jamais. Elles préfèrent s'appesantir sur les avancées du régime dans les quartiers d'Alep. Tout ce que l'on sait, c'est que l'armée gouvernementale comptait 200 000 soldats avant le conflit. Il n'en resterait que la moitié aujourd'hui. 17 000 ont été tués dans les combats. Mais que sont devenus les autres? Beaucoup sont sans doute passés à la rébellion, parfois dans des conditions mystérieuses. Ce char, que nous croisons par hasard dans une rue de la ville, a été livré à la Katiba de ce quartier. Mais les rebelles n'ont jamais retrouvé le conducteur. Dernier jour avant notre départ. Le rapport de force n'a pas vraiment changé. Quelques nouvelles DCA sillonnent les rues pour contrer les attaques aériennes. Mais les hommes de Bachar al-Assad tiennent fermement la citadelle. Dans les rues, la rébellion se bat toujours avec des armes inadaptées. Dans ces conditions, rien d'étonnant à ce que les islamistes intégristes gagnent du terrain. C'est le cas de la Brigade de l'Islam. Notre objectif, c'est de semer la peur, de terrifier les soldats du régime. Quand on leur crie Allahu Akbar, ils sont effrayés. Alors t'imagines, quand ils entendent nos roquettes leur tomber dessus? Tout est différent dans le fonctionnement de cette brigade. Ils ont davantage d'argent, leur matériel est meilleur et leurs objectifs plus précis. La discipline aussi est beaucoup plus stricte. C'est la première fois que nous observons des combattants en faction, patients et attentifs. Rien à voir avec les miliciens que nous avons croisés jusque-là. Le chef de cette Katiba nous explique pourtant qu'il n'y a pas de différence avec les rebelles de l'armée syrienne libre, ni sur le plan militaire, ni sur la place de l'islam. Quand l'armée libre s'est soulevée, c'était pour repousser l'oppression. Nous, c'est pareil. Nous aimons les musulmans modérés, l'islam qui n'est pas strict, l'islam qui croit dans l'individu et sa liberté. Nous ne disons pas qu'il y a des islamistes et des non-islamistes. Nous disons tout simplement qu'il y a des pratiquants et d'autres qui sont encore plus pratiquants. Un discours rodé et mesuré pour ne pas effrayer l'Occident. Pourtant, en partant, nous croisons un de leurs compagnons de combat. Cet homme appartient à la branche syrienne d'Al-Qaïda. « 26 avril 2013. Nous quittons cette ville
apparemment abandonné de tous. Ici, la bataille dure depuis bientôt 1 an. Alep hésite toujours entre la vie et la mort.